Pendant 2 ans, il a été le seul développeur du jeu événement de l'année 2025. On parle bien sûr de Clair Obscur Expédition 33, le premier jeu d'un studio français d'à peine 30 personnes, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires partout dans le monde, et surtout, qui est à 2 doigts de piquer le titre de jeu de l'année à tous les mastodontes de l'industrie. Donc là, avec Tom Guillermin, qui est le cofondateur du studio et le lead développeur du jeu, on va découvrir les coulisses de cette success story à la française. Salut Tom, comment ça va ? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis hyper content de t'avoir. Je vais pas, de coutume, je spoil pas les gens au début, c'est-à-dire je te laisse faire une petite presse et après j'enchaîne. Donc voilà, on va enchaîner sur un petit rituel qu'on a chez Tronche Tech, qui est d'essayer de se présenter en 3 phrases. Ouais, donc moi c'est Tom Guillermin, je suis le cofondateur et le directeur technique à Centre Interactive, et en fait on est le studio derrière Clair Obscur Expédition 33, voilà, une des grosses productions françaises de l'année qui est sortie là en avril. Et du coup avant ça j'étais programmeur gameplay à Ubisoft pendant 5 ans, et en fait à la base j'ai un background plus tech traditionnel parce que j'ai fait une école d'ingé en informatique. Mais après voilà, ça fait longtemps que je baigne dans l'informatique, dans la tech et même dans le développement de jeux de près ou de loin. Ok. On va revenir sur tout ça, donc ton parcours, un petit peu justement avant Sandfall, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc effectivement, je sais pas, moi ça fait longtemps que je joue plus beaucoup, tu vois, je suis plus trop un gamer, mais j'ai pas raté la vague entre guillemets. Là, j'ai vu passer les annonces et tout, ça a eu l'air, le succès était assez incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai envie de discuter avec toi. Je voulais voir un petit peu ce qui se cachait derrière cette histoire. Donc on va revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais commencer par le tout début. C'est quoi, toi, ton premier souvenir de la tech ? Le premier souvenir de la tech, alors je sais pas si c'est vraiment de la tech, mais c'est plus un souvenir de jeux vidéo en fait. C'était dans les années, je pense, 2000, donc je devais avoir genre 8 ans. Et en fait, mes parents hébergeaient un couple d'amis qui étaient en train de déménager, donc pendant quelques semaines ils étaient restés. Et en fait, du coup, dans ce couple-là, le mec travaillait en fait à l'école des mines d'Alès. Il avait ramené son PC, donc il était prof là-bas. Et il avait un jeu qui s'appelait Les Incroyables Machines du Prof Team. Donc ça, on remonte vraiment dans des trucs assez vieux. Et en fait, c'était un espèce de jeu de puzzle où on construisait des machines infernales en connectant des poulies, des engrenages. Il y avait des chats qui étaient attirés par des souris qui pouvaient pousser des boules de bowling qui déroulaient et tout. Et donc du coup, tu avais tout ce truc-là avec des niveaux à résoudre, avec quelque chose qu'il fallait amener d'un point A à un point B en utilisant toute une panoplie de trucs quand même assez random. Ouais. Et en fait, j'avais accroché de fou avec ce jeu. En fait, je passais mon temps à squatter du coup le PC du pote de mes parents dans leur chambre pour jouer à ça. Et en fait, j'étais déjà super curieux de base, mais là c'était un peu une espèce de déclic qu'en fait que ouais sur l'informatique, sur ce qu'on pouvait faire. Ou je pense j'avais déjà joué à peut-être d'autres plus petits jeux avant, genre Adibou ou ce genre de choses. Ouais. Mais donc là vraiment on remonte dans les trucs à l'ancienne. Mais ce truc-là, ça a été un espèce de déclic parce que c'était pas vraiment de la programmation, mais ça restait quand même. Il y avait un côté un peu casse-tête, un côté puzzle à résoudre qui, ouais, je pense que du jour où j'ai découvert ça, en fait, ça m'a jamais quitté. Et derrière, enfin, je suis assez vite devenu le référent informatique de la famille, je pense, comme pour beaucoup de gens qui écoutent ça, qui écoutent ton podcast. Donc toutes les installations de clavier souris, imprimante, webcam, ça, c'était les drivers à l'époque, les drivers, les CD infernaux qui étaient jamais à jour. Et trop bien. Écoute, c'est marrant parce que tu vois c'est les incroyables aventures machines du professeur Tim. Les incroyables machines du Prof Team. Ok, parce que je regarderai, parce que tu vois, je crois, parce que justement, moi, j'y ai joué aussi, je crois, à celui-là, et je pense que c'est un des premiers, tu vois, je me rappelle, j'avais un CD avec 3 trucs, et il y avait celui-là dedans, il y avait Radibou et un autre truc, et je me rappelais plus du nom, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais retrouvé le nom, donc c'est rigolo, mais je regarderai. Ça fait plaisir. Si c'est ça serait je pense que c'est celui-là, franchement, je pense que c'est celui-là, ça me parle, c'est vraiment un jeu de puzzle, tu vois, vraiment simple dans le gameplay, quoi, mais vraiment hyper fun, et vraiment, tu te cassais la tête, hein, effectivement, le chat, tu vois, tu mets une souris pour que ça attire le chat, pour que ça appuie sur une balance, un truc comme ça. C'est les souvenirs d'enfance qui sont un peu flous, mais en fait
Ouais, c'est un des trucs qui, je pense, qui m'a Marque. marqué. Ouais. Mais Et, après, ouais, c'était, ouais. et derrière, t'enchaînes naturellement vers des études d'informatique. En fait, c'est vraiment à partir de là, tu faisais de l'info à la maison et tu t'es dit, je vais faire de l'info et tu fais quoi du coup? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en gros, déjà, avant même les études supérieures, déjà au collège, en fait, j'étais vachement attiré par tout ce qui était les logiciels comme Game Maker, RPG Maker, qui sont des logiciels qui permettent de faire je veux dire des jeux, mais c'est presque plus des mini-jeux quand même, avec voilà des casse-briques, des jeux de memory, des trucs comme ça. Avec c'était pas encore de la programmation, c'était plus du scripting. Un peu comme on peut trouver dans PowerPoint, tout ça, vraiment Ok, ok. Donc t'as des les briques de menus base et tout, et t'as toi vraiment tu. des briques ultra basiques et puis tu choisis de masquer, montrer, faire bouger un truc à droite à gauche et tout. Donc c'était assez basique, même si c'est des logiciels en fait qui, si on regarde aujourd'hui, je suis quasiment sûr qu'il y avait sûrement des options de scripting avec soit du Visual Basic, soit des choses comme ça. Mais en tout cas ça, ouais, ça, j'ai commencé un peu à développer sur des trucs comme ça. Donc j'ai fait un peu de modding aussi sur GTA 3, GTA Vice City. Modding, Euh, c'est quoi? C'est quand tu rajoutes des. Ouais, en fait c'est quand tu vas aller prendre un jeu qui existe déjà et le modifier pour ajouter quelque chose que t'as envie de mettre dedans. Et euh, et du coup alors ouais, j'étais au collège en cinquième, donc je comprenais pas trop non plus tout ce que je faisais, mais j'avais quand même modélisé mon collège dans Blender. Ah ouais. Et j'avais essayé de le mettre dans GTA Vice City. Donc ça ressemblait à rien, il y avait pas de collision parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais en fait, je kiffais jouer au jeu, mais j'aimais aussi aller creuser, essayer de comprendre comment c'était fait en fait derrière. Ok. Et en fait, et c'est ça qui a continué à me donner un peu cet attrait pour l'informatique. Et je pense que le truc qui a été vraiment le déclencheur, c'est j'ai commencé à apprendre le PHP à cette période-là, qui était un peu ouais le langage de programmation un peu facile. En fait, c'est facile d'avoir un résultat visible en fait, parce que le Ouais. HTML ça reste un langage qui est assez facilement compréhensible. On peut facilement mettre des couleurs, des choses comme ça. Donc PHP pour faire d'abord quelques petits sites. Ensuite, je suis tombé dans les serveurs privés de World of Warcraft. Alors là, on arrive Ok. pareil aussi sur une phase assez sombre, assez sombre de ma jeunesse. Mais en fait, j'avais pas d'argent pour payer l'abonnement de World of Warcraft qui était, je crois, à l'époque à 15 € par mois, un truc comme Ok. ça. Et donc du coup, j'avais découvert qu'on pouvait installer sur sa machine un serveur privé, donc c'est complètement illégal, hein, Ah, c'est qui illégal, ah ouais? Je savais pas parce que. Ok. c'est illégal. Moi, j'avais aucune idée pareil Ok. de ce que je faisais Mais à l'époque. pourquoi c'est illégal? C'est, tu vois, genre, parce que je vais faire le pareil Minecraft que je connais pas bien, mais Ouais. Minecraft, t'as des gens qui opèrent leur serveur Minecraft, ça fait partie du jeu, c'est normal, non? C'est, Ouais. Dans le cas de Minecraft, le serveur en fait est fourni de mémoire avec le jeu où il est téléchargeable à d'accord, côté ok, officiellement, ok. alors que dans le cas de WoW, le fait d'émuler en fait le serveur va à l'encontre des consignes Ah, d'accord. Il y avait pas un truc où d'utilisation. on disait installez-vous un serveur et mais Non, venez dans le pool de serveurs. Il y avait un truc de serveur centralisé de Warcraft et toi, t'avais enfin, c'est un espèce de un truc craqué en d'émulateur. fait. Ouais, ok. Exactement, qui vraiment avait été conçu par rétro-ingénierie voilà Ok. par des passionnés et donc du coup donc du coup j'avais accès à toute la base de données du jeu donc qui tournait sur une base de données MySQL Ok. et donc du coup à partir de là j'ai commencé à connecter justement le PHP avec cette base de données SQL pour me faire des trucs qui affichaient des objets dans des pages web avec l'affichage qu'on retrouvait in-game. Donc, Ok. sur la base de projets comme ça qui n'avaient pas forcément de finalité autre que juste moi T'amuser quoi. Ouais. m'amuser sur ce qui me plaisait. Mais ça a été un vecteur d'apprentissage assez fort et tout en fait parce qu'au final alors là, dès le collège j'étais deep là-dedans Ok. Et du et coup, tu vois aussi la ouais. mécanique d'un serveur de jeu parce que c'est pas, tu vois, c'est pas si évident comment ça fonctionne un serveur de jeu aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est assez. Il y a un côté un peu quand même boîte noire. Et après, à l'époque, j'avais quand même un côté assez utilisateur. Donc en fait, j'avais téléchargé l'exécutable, je lançais, j'avais installé la base de données, j'avais compris comment on pouvait configurer l'exécutable pour qu'il aille taper dans la base de données, etc. Ok. Mais malgré tout, j'étais pas allé regarder par exemple dans le détail du code source.
du serveur. C'était plus explorer les bases de données. T'avais toutes les quêtes qui étaient les séries de quêtes avec voilà les différents objectifs, les différentes étapes, les différents dialogues qu'il pouvait y avoir. Tout était présent en base de données. Ah, donc limite, ma t'avais quand même compréhension s'arrêtait là. Ouais, Mais puis t'as des infos. Du coup, par exemple, t'as la position d'un objet, ce genre de truc que t'es pas censé connaître. Exactement. Ouais, ok. Tu vois que tout est référencé par des ID, enfin ce genre de choses. Okay. Et du coup, du coup, dès le collège, je savais que j'avais envie de bosser là-dedans, enfin de bosser dans l'informatique de façon générale. Le jeu vidéo, en fait, finalement, paradoxalement, c'est venu un peu après. Mais du coup, ouais, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique traditionnelle, on va dire, pas orientée jeux vidéo. C'était Polytech Miss Sophia Antipolis, pour ceux qui connaissent. Et après, tu fais du web, donc dans les premières années, ou tu fais Ouais, c'était sur mes projets perso de façon générale, j'étais très orienté web, avec ce côté what you see is what you get, qui est assez rewardant. J'ai basculé assez vite sur Node.js, et là justement la découverte de voilà, même pouvoir faire des sockets ou des choses qui étaient plus réactives que du polling HTTP, mais j'avais fait des assez gros projets quand même en PHP et Node.js. J'avais fait un clicker qui était un jeu de pirate dans lequel on pouvait aussi déplacer un bateau en multijoueur, conquérir des îles et tout. Donc ça, en première année de prépa, qui était intégré à l'école d'ingé, j'avais mis ça en ligne, j'avais donné l'URL à mes camarades de promo. Et un matin, un de mes potes qui arrive en cours avec les poches comme ça sous les yeux et qui me dit j'ai passé la nuit à planter des drapeaux sur toutes les îles. Et tout. Oui, parce qu'un clicker, c'est le truc où tu sais, c'est le dernier qui clique qui prend les territoires. En fait, c'est un espèce de truc ultra bourrin. En fait, t'avais ça sur les territoires et après la partie clicker, c'était plus genre t'avais des petites missions en fait pour gagner des ressources et des missions qui étaient donc de plus en plus longues. Donc t'avais un système de timer. C'est plus un système de timer que vraiment un clicker où il fallait spammer. Et donc du coup t'avais ce côté conquête et tout. Et en fait, et voir une de mes créations, même si vraiment, enfin il y avait 3 personnes et demie qui qui se battaient en duel là-dessus. Et ouais, voir une de mes créations qui sortait un peu dans le monde réel, au-delà de juste la machine et tout. Ouais. Je pense que c'est un moment fort pour tout programmeur en fait. Et du coup, en plus, t'avais tout codé, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, t'avais pas utilisé parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être sur Sandfall, mais il y a des moteurs, il y a des choses qui t'aident quand même. Là, en fait, t'avais codé le serveur, t'avais codé le client, t'avais codé le gameplay, t'avais tout fait quoi. C'était tout fait maison, donc HTML, donc PHP en V1 et Node.js en V2 pour le serveur. Et même je crois que les toutes premières versions, le rendu visuel, donc il faut imaginer un rendu un peu comme les vieux jeux sur Game Boy quoi, vu de haut et tout. Le rendu était codé avec littéralement des divs et des balises images dans lesquelles j'avais découpé tous les petits bouts de terrain, puis tout était connecté de façon déjà. Et après j'avais basculé en HTML5 avec les fameux canvas qui permettent de faire des choses quand même plus performantes que d'avoir des milliers de petits carrés images qu'on offset. Cool. Et alors, à quel moment après tu passes dans le monde pro, à quel moment tu passes direct dans le monde pro jeux vidéo ou tu fais une transition entre-temps? La formation, donc comme je disais, elle était vraiment généraliste. J'avais gardé ces projets toujours un peu orientés jeux vidéo sur le côté. Et c'est là en fait que j'ai commencé à utiliser justement des moteurs de jeu comme Unreal Engine ou Unity. En fait, un moteur de jeu, c'est un logiciel qui va à la fois fournir des outils d'édition pour créer les niveaux en 3D, positionner les objets, et aussi en fait un framework, une API de soit de scripting ou soit même carrément de programmation. Donc là, ça va être sur des langages standards, donc soit C++ pour Unreal, soit C# pour Unity. Et là, on va avoir tout plein de classes de temporalité, des bibliothèques de fonctions qu'on peut appeler, qui vont nous simplifier la vie pour le rendu graphique, pour faire apparaître des objets dans la scène quand il se passe quelque chose au niveau du gameplay. Et après ça, voilà, il y a plein d'autres outils qui sont intégrés pour faire des animations de personnages, pour faire des menus aussi. La partie UI, c'est en général pareil, c'est des éditeurs qui sont intégrés
dans le moteur de jeu. Ouais. Toute la physique aussi du monde, Ouais. ouais, elle est déjà dedans, ouais, c'est ça. Ouais, exactement, parce que la physique, c'est quelque chose qui peut être très complexe à calculer et très complexe aussi à faire de façon optimisée quand t'as voilà des dizaines voire des centaines d'objets Ouais. qui sont en train de tomber, qui sont en train de collisionner les uns les autres. Ouais. Enfin, il y a des thèses entières qui portent sur les façons de faire ça de façon optimisée. Donc, le moteur de jeu, il va vraiment apporter toute cette bibliothèque de fonctionnalités qui va être commune à la plupart des jeux. Même si après il y a des jeux qui essayent aussi de sortir un peu de ça avec des géométries non euclidiennes ou Ah des ouais? choses comme ça. Ok. Donc c'est voilà, tu vas rentrer par une porte d'une pièce et arriver de l'autre côté et tout. Ouais. Et ça, il y a des Ok. ou Portal aussi. Portal, ouais, je pensais à ça. Portal, si tu te Voilà, téléportes justement. Ouais. c'est ça. Et en fait, des portals, tu peux faire deux portails qui sont l'un face à l'autre. En fait, et tu vas avoir un infini comme quand tu es entre deux miroirs, par exemple. Yes. Ok. Et ça, du coup, en fait, c'est des choses en termes de rendu 3D. Il faut faire des optimisations Ouais, c'est ça, particulières parce que parce tu que peux pas, sinon, si tu fais juste la tu peux pas physique, rendre à justement, c'est l'infini. infini. Bah oui, ça marche pas. Exactement. Ouais, ok. Donc là, il y a des jeux qui poussent ça un peu plus loin, mais le moteur de jeu, ça va vraiment être en fait l'outil principal qu'on utilise. Et du coup, à Soundfall, enfin on s'est largement reposé là-dessus parce qu'on était une petite équipe. Et la priorité, c'était plus de faire du contenu qui soit cool et des mécaniques de gameplay qui vont stimuler les joueurs, plutôt que d'aller forcément chercher l'innovation technologique. Il y a des jeux qui le font très très bien, mais nous, il fallait qu'on soit aussi réaliste sur ce qu'on pouvait faire en tant que Ouais, ok. en- Bah, enfin, pour la taille équipe. Ouais. on va en parler en détail de ce truc-là, un peu Oui, c'est vrai comment. que j'ai un peu Non, divergé. c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y. Parce que du coup, bah, raconte-moi, donc, comment. Est-ce que c'est d'abord déjà, est-ce que c'est le studio d'abord ou le jeu? Enfin, tu vois, comment ça démarre tout ça, et pourquoi toi tu te lances là-dedans? Parce que donc du coup, j'imagine avant t'avais un boulot, en fait, t'avais un boulot, je sais pas dans quelle situation t'étais, mais tu t'es lancé dans ce projet-là. Est-ce que c'est le premier projet du studio? Est-ce qu'il se passe des choses avant? Voilà, comment ça démarre? Ouais. En fait, en gros, juste après mon école d'ingé, je rejoins Ubisoft. Ok. Donc, ils avaient un programme dédié justement aux personnes qui sortaient d'école d'ingé, qui n'avaient pas de formation spécifique aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir des équipes qui sont à peu près 50-50 entre des ingés traditionnels et des programmeurs qui sortent d'écoles de jeux vidéo, qui ont déjà une meilleure expertise en fait dans toutes les problématiques spécifiques aux jeux vidéo, notamment tout ce qui est géométrie dans Ouais. l'espace, où il y a beaucoup de choses qui sont utilisées justement dans les jeux pour faire de l'optimisation entre autres. Et d'ailleurs pour la petite histoire, mon entretien à Ubisoft, je fais un test sur place. Ouais. C'était Ubisoft Montpellier. Et en fait, test technique, c'était à l'oral en présentiel. Et je le foire complet. Parce qu'en Ah. fait, j'avais aucun des référentiels classiques du jeu vidéo sur tout ce qui était, enfin même des maths dont j'aurais dû me souvenir de la prépa sur des produits scalaires, des produits vectoriels qui sont un peu des briques de base en fait dans le jeu vidéo. Et à tel point que un des deux examinateurs qui me faisait passer l'entretien me demande et du coup est-ce que tu veux quand même faire la partie écrite du test ensuite ou est-ce qu'on arrête là? Ok, moi j'étais venu de Nice pour faire l'entretien. Je me dis bon, quand même, on va faire l'expérience jusqu'au bout. Je m'en suis beaucoup mieux sorti du coup sur la partie écrite où il y avait juste en plus de trucs d'architecture logicielle qui étaient un peu plus mon domaine. Et je leur propose en fait derrière de faire un test technique un peu poussé dans un moteur de jeu pour un peu faire mes preuves. Ah, ok, tu Faire leur mes as preuves proposé toi, ouais. c'est ouais, et j'aurais dit franchement, donnez-moi ce que vous voulez, je passe 2 semaines dessus s'il le faut. Alors qu'en temps normal, les tests techniques sont quand même sur juste Ouais. 2-3 jours max, quoi. Et donc du coup, j'ai réussi à rentrer à Ubisoft grâce à mon projet de test technique. Ok. Donc là, je bosse pendant 5 ans là-bas. Et en fait, c'est là-bas que je rencontre Guillaume Broche, qui est aujourd'hui du coup le directeur créatif à Soundfall. On travaillait ensemble sur The Division 2 en Suède et lui était plus côté gestion de projet et en fait il gérait la partie programmation du projet et notamment l'équipe dans laquelle je bossais. Donc on était deux Français en Suède, on s'entendait bien, on avait bien sortir boire des coups, donc on avait déjà de base des atomes crochus. Et en fait c'est lui le point de départ du projet, c'est en fait ça le saoulait de pas comprendre des tâches qu'il nous donnait à faire, qu'il donnait à son équipe de programmeurs.
Et donc en fait un soir vraiment il lance Unreal Engine pour apprendre vraiment, pour faire des tutos, pour découvrir. Et en fait, littéralement, le nom de projet qu'il crée ce soir-là, c'est vraiment Sandfall.uproject. Ok. Et Il en fait, avait une c'est idée déjà de scénario, il avait un truc en tête ou? ouais, Ok. il adore écrire, donc en fait, il avait déjà des scripts un peu sous le coude. Mais là, vraiment, le truc qu'il habite à ce moment-là, c'est j'ai envie de comprendre et d'apprendre. Et en fait, à partir de là, il commence à bosser sur un projet perso. Et en fait, de temps en temps, il vient me voir en me demandant ah, mais justement, enfin, c'est toi Ouais. qui connais, c'était littéralement mon boulot. Toi qui connais, comment est-ce que t'approcherais tel ou tel problème pour faire quelque chose qui marche bien, qui ait pas de bug et qui puisse être étendu derrière aussi. Ok. Ok. Et donc du coup, à la base, ma première contribution sur Soundfall, en fait, c'est juste sur la résolution de bugs un peu un peu pourri ou justement des discussions plus théoriques de par quel bout t'approches tel ou tel problème. Et en fait, du coup, Guillaume commence à bosser beaucoup sur ce petit side project en Suède. Et donc là, je commence vraiment à développer sur ce projet-là, en fait, à créer des fonctionnalités, notamment sur le système de combat du jeu. Enfin, on reviendra un peu plus sur Ouais. le détail de l'expédition 33. Mais vraiment, ça part de là et ça va rester comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Guillaume finit par quitter Ubisoft. Moi, j'y étais toujours. Et en fait, un jour, il vient me voir et puis il me dit, vas-y, là, j'ai quitté Ubisoft, j'ai envie de lancer un studio sur la base de ce prototype-là, sur lequel lui il avait beaucoup bossé, et moi un petit peu sur toute cette période. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'es chaud? Et là, c'est vraiment pour moi la croisée des chemins, parce qu'il y avait un côté en fait où Ubisoft, bah, c'était quand même un boulot cool. Enfin, vraiment, puis en plus au bout de à peu près 5 ans d'expérience, je commençais à avoir pas mal de liberté technique dans mes choix d'implémentation. Je pouvais proposer des choses aux directeurs techniques des projets. Donc, j'étais pas dans un placard coincé en mode ah, vivement Ouais. que je me casse. J'étais vraiment épanoui et il y avait quand même une stabilité aussi dans le job parce que là Ubisoft c'est une des plus grosses boîtes de jeux vidéo françaises et Dans le même du monde monde, même. même si Ouais. dernièrement c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était un peu la croisée des chemins entre stabilité et puis bah, quand même un chemin de carrière qui était un peu tracé à Ubi, et de l'autre partir à l'aventure avec Tu sais pas où tu vas là. C'est la vraiment. Ouais. machette dans la forêt amazonienne, et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et puis en fait donc je dis vas-y, laisse-moi une poignée de semaines pour réfléchir à ça. Et en fait donc lui de son côté il commence à regarder pour avoir des financements au niveau de sa famille, de ses amis et tout, et on commence à avoir quelques personnes qui disent ok, bah moi je suis ok pour si vous faites une levée de fonds, je suis ok pour financer voilà quelques enfin, on parle quand même de voilà, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros Ouais. passés par Ouais. truc Ouais. qui commençait un peu à se profiler. Et Et du coup juste pitcher sur quoi? Pitcher sur vous ou pitcher sur ouais, déjà une base de jeu en fait? en fait c'était un mélange de pitcher sur nous avec un prototype qui en soi n'était absolument pas livrable, parce qu'en fait Ouais. c'était Guillaume, il avait récupéré des modèles 3D gratuits qu'il avait pu trouver sur internet à droite, à gauche, donc il y avait un côté un peu patchwork, donc il n'y avait pas forcément de cohérence visuelle que les joueurs attendent quand même dans un jeu, dans un produit final, on va dire. Mais il y avait quand même cette capacité à créer quelque chose. Ouais, il y a une petite démo quoi. Il y a un petit. Il y a quand même voilà un proof of concept qui dérisque un peu le fait que oui, on sait quand même faire des jeux vidéo. Il y avait mon background à moi qui aidait aussi. Et et au final, en fait, moi, le truc qui m'a vraiment décidé une fois que voilà, que j'ai vu qu'il y avait un peu de traction et que le projet euh, pouvait être viable, c'est qu'en fait je me suis dit, même si ça donne rien au final, ça restera une expérience et un moment de vie qui sera, enfin, c'est une aventure quoi, qui sera cool quoi qu'il arrive, même si le projet s'arrête dans 1 an. Et du coup je me suis dit, Allez. je peux pas Ouais. rester sur la touche. Si jamais ça devient un truc cool, je vais en mordre trop les doigts. Et et au final, j'ai jamais regretté une seule journée Non, et puis l'histoire t'a depuis sa donné décision. raison. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. exactement. Mais même si voilà, même si le projet s'est arrêté 1 an après, juste l'expérience de faire la levée de fonds, de monter l'entreprise, de recruter des gens,
c'est tellement unique en fait que même si ça s'était arrêté au bout de un an après, j'aurais pas eu de regrets malgré tout. Parce que... Et c'est une question que j'allais voir avec toi avant qu'on parle peut-être du coup du jeu pour qu'on explique un peu aux gens qui sont pas forcément gamers ce que c'est le jeu et à quoi ça ressemble. Du coup, tu me dis levée de fonds. Donc vous faites peut-être une première seed en fait pour démarrer un petit peu et après une levée de fonds. Donc la levée de fonds, elle est à quel stade en fait? Parce que du coup, le jeu n'est pas encore sorti puisqu'il faut financer vraiment le jeu. Mais alors à ce moment-là, il y a vraiment une démo plus. Vous êtes à quel stade à ce moment-là pour arriver à lever des fonds? Comment ça se passe? À ce moment-là, en gros, c'est donc cette démo, c'est le profil des 3 fondateurs. Donc il y a Guillaume sur le côté créatif, qui avait déjà fait ses preuves. Il y avait déjà des scripts, il y avait déjà des personnages écrits avec chacun leurs histoires. Donc il y a une espèce de bible narrative qui était déjà écrite et il avait déjà prouvé son côté un peu couteau suisse, super polyvalent, capable de faire les choses lui-même. Moi, qui viens de l'industrie du jeu vidéo, donc avec quand même une certaine expérience, voir ce qui marche dans des grosses prods et ce qui marche moins aussi. Donc certains outils, certaines méthodes, qu'on pouvait récupérer. Et le troisième cofondateur, c'est François Meurice, qui lui travaillait dans une start-up basée à Paris. C'est Marcel. Ouais, j'ai bossé avec lui, François. Ouais. Oui, c'est vrai que vous connaissez. Donc et lui qui a amené justement le côté en fait gestion de projet, gestion d'entreprise aussi, qui sont super importants en fait parce qu'il y a beaucoup de petits studios qui peuvent se perdre en fait justement pas sur la partie jeux vidéo parce que ça c'est quelque chose qu'ils savent faire, mais sur la partie gestion d'entreprise parce qu'en fait ça c'est quelque chose qui peut être très compliqué à naviguer. Et en fait il y a même beaucoup de fondateurs de petits studios sur Montpellier ou même de studios indés un peu plus gros qui en fait quand on discute on voit le temps que ça leur prend de gérer la partie administrative, comptable, légale, juste le développement de façon générale du studio. Et en fait, nous, du coup, on avait ce trio de fondateurs où en fait, on s'équilibre, on se complète parfaitement sur les différents points qui sont importants, à la fois pour faire un jeu, mais aussi pour créer une entreprise et faire que cette entreprise puisse survivre et tourner, et lever des fonds, et établir des partenariats justement avec d'autres entreprises, et c'est un peu l'étape d'après justement du projet. Donc si on fait la levée de fonds en seed, ça me permet d'avoir à peu près 1 an et demi de financement. Donc là on lance une vague de recrutement, on prend des locaux, on monte à environ un peu moins d'une dizaine de personnes. Et en fait, on commence, donc ça c'était dès avril 2021, à faire un espèce de premier crash test avec cette équipe-là, en mode on va faire un seul niveau de jeu, dans lequel le joueur pourra se balader, dans lequel il y aura un peu d'histoire, dans lequel il y aura aussi du combat. Donc on prend cette équipe, on essaie de faire ça et on voit un peu ce que ça donne, on voit ce qui marche pas. Et donc c'est un peu c'est une petite cata. Il y avait des trucs, il y avait des trucs qui marchaient, mais en fait ça ramait beaucoup. On n'avait pas encore mis au point tout ce qui était comment dire, vraiment l'optimisation en fait, parce qu'on a un jeu qui est très riche visuellement. Du coup on n'avait pas mis au point tous les procédés qui étaient nécessaires pour que le jeu tourne de façon fluide. Et pourtant on avait des gros PC, hein, donc c'était même pas même pas ça le problème. Et donc du coup, fort de ces premiers enseignements, on se lance dans ce qu'on appelle une vertical slice, qui pour le coup est quelque chose d'assez standard dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, une vertical slice, ça va être vraiment une tranche verticale du jeu. Donc on imagine que le joueur, il en est à 5-6 heures de jeu dans l'histoire. Donc il a déjà déverrouillé quasiment tous les personnages, il a déjà différentes capacités qu'il peut lancer avec ses persos. Tout est déjà un peu développé, et donc l'idée c'est de faire une tranche verticale qui va durer entre normalement 20 et 40 minutes maximum. Et en fait, c'est ça qui sert de démo ensuite pour aller pitcher à des éditeurs. Donc là, on est assez proche de ce qui se fait dans l'univers du livre, où en fait, sur la base d'un manuscrit, d'une ébauche, on peut présenter ce qu'on est capable de faire sur une tranche courte. Et sur la base de ça, l'éditeur peut aller derrière signer. Mais ce que j'ai pas compris dans ta tranche, c'est que peut-être avant qu'on revienne là-dessus, explique-nous ce que c'est le jeu en fait, les mécanismes, etc., pour qu'on puisse peut-être mieux se projeter. Oui, bien sûr. Donc le jeu, c'est un jeu de combat au tour par tour, qui va se rapprocher des anciens Final Fantasy. Voilà, je sais pas si ça parle à certains des auditeurs, mais l'idée c'est vraiment que on a une équipe de personnages, et chacun leur tour, les personnages vont pouvoir
choisir, enfin le joueur va choisir en fait quelle capacité le personnage va lancer, et on a une équipe de personnages adverses en face aussi, qui pareil chacun à leur tour vont attaquer. Donc c'est un peu comme les échecs, Hmm. mais Avec en fait plusieurs personnages, quoi. Ouais. avec plusieurs personnages en fait qui correspondent un peu aux différentes pièces, qui ont chacune leur façon de se déplacer. Là c'est un peu pareil, on a chaque personnage qui va avoir des capacités différentes. Donc par exemple dans le jeu on a Lune qui est une magicienne, donc qui va pouvoir lancer des effets à base de feu, de glace, des choses comme ça. Hmm. On a Gustave qui a une épée, un pistolet, donc il va avoir des choses qui vont être plus soit du corps à corps ou soit carrément du tir à distance. Ok. Donc chaque personnage a un peu ses spécificités, et c'est valable aussi pour les ennemis où en fait ils vont avoir chacun leur façon d'attaquer, et donc du coup il y a un côté stratégie qui entre Hmm. vraiment qui entre en jeu, parce que les ennemis vont avoir des faiblesses, des points forts, et ce joueur d'aller trouver Celui qui correspond, quoi. Ouais. celui qui correspond, Et voilà, je parmi vais prendre un exemple encore plus connu, peut-être, c'est Pokémon, en fait. Pokémon, c'est le jeu de rôle tour par tour Ouais. par excellence, même si t'as qu'un seul Pokémon de chaque côté. Ouais. Et c'est Ok. exactement, La même mécanique. la même mécanique. Ok. Et c'est la même dynamique générale de jeu aussi, où tu te balades, tu parles à des gens, t'as l'histoire Ouais, ok. qui avance comme ça. T'as des gens qui rejoignent ton groupe, il y a des gens qui quittent ton groupe. Ouais. C'est un peu l'idée. Et Et du attends, coup, juste, j'ai une question ouais. par curiosité. À chaque tour, tu choisis un personnage et une capacité, ou en fait, tu planifies, genre, chaque personnage va faire un truc. Comment ça marche, ça? Ouais, sur un tour complet de jeu, en fait, Ouais. chaque personnage va jouer sur un positionnement précis. Ok. Donc du coup, en fait, tout le monde a l'occasion de jouer à un moment donné, quoi qu'il arrive. Et c'est juste que toi, en tant que joueur, tu choisis l'action que fait ce personnage. Mais tous D'accord. les personnages Ok. jouent systématiquement, et t'as des personnages qui sont plus rapides que d'autres. Donc, il Donc va arriver en premier, ouais, ok. ils vont arriver en premier, ou même ils vont pouvoir jouer 2 fois, là où un personnage plus lent pourra jouer Hmm. qu'une fois. Ok. Donc voilà, t'as plein de layers, Ouais. t'as plein de couches différentes de statistiques qui vont affecter justement la fréquence de jeu, l'attaque, la défense, la possibilité de faire des coups critiques qui font du coup plus de dégâts. Enfin voilà, il y a Ouais. plein de. Ok, ok. Là, on rentre dans la partie RPG où c'est des grilles de nombres que le joueur va chercher aussi à optimiser avec de l'équipement. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins présent dans Pokémon, mais sur chacun de tes personnages, tu peux leur mettre en gros, l'équivalent de pièces d'armure qui vont Hmm. avoir des propriétés sur les statistiques, donc qui vont améliorer par exemple la défense ou la vitesse, et qui vont aussi avoir des effets qui vont se déclencher du genre, si tu lances une brûlure tu fais brûler un ennemi, il va ne pas pouvoir jouer pendant un tour, par exemple. Il y a plein d'effets comme ça qu'on va retrouver Ouais, oui, oui, dans le oui. jeu. Ok. Paralysé, ralenti, assommé, des trucs comme ça, Exactement. quoi. Ouais, ok. Et donc c'est tout ça combiné ensemble. En fait, ça fait un peu une boîte à outils que le joueur peut assembler vraiment comme il veut. Et en fait, quand on voit les gens qui jouent à Expedition 33, les streamers ou sur Reddit, en fait, les gens partagent ce qu'on appelle leur build. Donc c'est sur tel personnage, j'ai mis tel équipement, sur tel autre, j'ai mis ça. Avec à chaque fois, il y a une stratégie Ouais, c'est en ça. tête. Il va y avoir des stratégies qui ont consisté en fait à booster la vitesse au maximum. En fait, l'ennemi ne peut juste pas jouer. Donc c'est une stratégie qui est valable en soi. Et en fait, on trouve plein de builds du coup sur internet. Et il y a un côté un peu puzzle en fait où les gens vont essayer de trouver les combinaisons de trucs, Ok. d'équipements, de capacités qui marchent le mieux entre eux, avec en fait l'objectif soit de rendre le jeu super facile, ou soit par exemple sur un seul coup porté, faire le maximum Dégâts. de dégâts. Et Ok. enfin, on a eu des problèmes au lancement avec des joueurs qui ont trouvé des combinaisons qu'on n'aurait Ok. même pas imaginé, et en fait on avait de l'overflow d'integer Ah ouais, ok. sur certains arrondis. Ok. Donc, L'impact, c'était quoi? C'était que finalement, ça faisait pas du tout de dégâts, ou c'était que ça faisait vraiment cracher le. alors le jeu globalement crache très peu, parce qu'en fait ça c'est un des avantages d'utiliser Unreal Engine et d'utiliser les blueprints, ce qui est un outil de scripting visuel présent dans le moteur. Donc il y a un layer de sécurité, on va dire, qui empêche les erreurs mathématiques de causer des crashs. Mais par contre oui, tu peux te retrouver en fait tu peux te retrouver bloqué dans le jeu, parce qu'en fait tu peux te retrouver avec un ennemi qui a des points de vie négatifs. Enfin, là on Ouais. sort complètement voilà des hypothèses de fonctionnement du système de combat, et tout peut arriver. Tu peux te retrouver pareil avec sur les soins. Tu peux te retrouver avec des soins qui causent des dégâts si t'es en Oui, overflow d'accord. Ok, ouais, ouais. d'integer, Ah, j'ai parce compris. que Ok. c'est Ouais. des entiers signés. Ok, Donc on peut se ok. retrouver avec des valeurs négatives. Tu Donc dis, t'as un max de points de vie à 100 et le truc t'amène à 110, mais en fait, du coup, ça fait moins 10, quoi. Donc, ouais, c'est cool. exactement. Ok. Et donc du coup en fait au lancement on s'est dit ok, on pensait avoir de la marge et tout. Et en fait les joueurs trouveront toujours
un moyen de se faufiler, de trouver la combinaison qui fait exploser le système. Donc on passe tout sur 64 bits et on n'en parle plus. Mais voilà, ça fait partie un peu de la liberté en fait qu'on donne aux joueurs, et en fait ça fait partie même du charme de ce type de jeu-là. C'est la liberté de pouvoir complètement éclater le système et d'être complètement surpuissant par rapport aux ennemis que le jeu propose. Mais ça fait partie un peu du contrat aussi, voilà, de ce type de jeu-là, que si tu as passé du temps à te creuser la tête, c'est une façon de récompenser le joueur qui il roule littéralement sur Okay. tout le contenu du jeu, quoi. Et pour revenir à la vertical slice, alors en fait concrètement ça correspond à quoi la vertical slice? Parce que tu m'as dit j'ai 5-6 heures de jeu, mais c'est-à-dire t'as 5-6 heures de jeu et en fait tu coupes l'histoire ou tu prends un bout de ces 5-6 heures. En fait, l'idée c'est plus le à ce moment-là, on a déjà l'histoire qui est à peu près écrite Okay. de A à Z. Et en fait, la vertical slice, elle commence pas au début de l'histoire. Elle va commencer un peu plus tard. Ah, j'ai compris, d'accord, ok. C'est pour en fait montrer en fait déjà un truc avancé que ce que ça donnerait en fait. Ouais. Exactement, parce qu'en fait souvent dans les jeux vidéo, sur les premières heures de jeu, il y a un côté assez didactique où en fait on va amener progressivement les différentes fonctionnalités pour pas surcharger le joueur d'informations, surtout dans les jeux de rôle de façon générale, et encore plus les jeux de rôle tour par tour, où en fait t'as 3 personnages qui ont chacun une vingtaine de capacités. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il faut jongler, donc les jeux en général sont très progressifs dans l'apport de nouvelles informations pour que le joueur puisse avoir quelque chose de nouveau, le maîtriser, et ensuite on lui donne de nouveaux éléments à intégrer, à incorporer dans dans sa stratégie, dynamique de groupe, dans sa stratégie. Donc l'idée c'est on donne quelque chose qui est déjà plus avancé, où toutes les fonctionnalités sont déjà disponibles aux joueurs, avec cette idée justement de montrer un peu ce qu'on est capable de faire en tant qu'équipe, en tant que studio. Et donc du coup, c'est une démo qui doit être assez courte, parce que l'idée c'est d'être impactant, parce qu'en fait les éditeurs ils reçoivent des centaines, voire certains des milliers de démos de pitch par an. Donc il faut aller droit au but, montrer ce qu'on a dans le ventre. Donc nous on s'est un peu foiré sur la durée de la vertical slice, parce qu'au final on avait 1 heure et demie de jeu, ce qui est beaucoup trop. Okay. Mais dès les 20 premières minutes, on montrait quand même, on avait des cinématiques, donc des moments là où les persos nagent, vont pouvoir échanger, poser un peu justement les différents caractères aussi, les différentes personnalités des membres de l'équipe, montrer des combats. Donc forcément, il faut intégrer un peu de tutorialisation quand même, parce que l'éditeur il connaît pas ton jeu, il sort de nulle part, donc il faut quand même malgré tout tutorialiser un peu ce qu'on donne à jouer en démo. Et voilà, donc t'as vraiment une tranche d'histoire avec une petite intro qui pose une espèce d'intrigue pour le niveau qu'on va explorer. T'explores, t'as certaines zones qui sont un peu optionnelles, et après t'arrives sur un boss qui est un peu difficile. Et ça, c'est une structure en fait qu'on va ensuite, quand on passe vraiment en production, on va en fait répliquer sur quasiment tous les niveaux. Où t'arrives dans un niveau, faut qu'il y ait un enjeu, ou en tout cas quelque chose qui va attirer le joueur vers un point donné qui est plus loin dans le niveau. Ouais. Okay. Et à partir de là, une fois que le joueur est un peu sur les rails, en tant que développeur, c'est là que tu vas créer des événements gameplay, des événements narratifs qui vont créer de la surprise, qui vont créer du challenge. Mais globalement, voilà, on est souvent sur cette structure-là de entrer dans le niveau, mise en... Ton niveau, si on prend une série Netflix là, ton niveau c'est l'équivalent d'un épisode en fait. T'as la structure narrative qui dure tout le long, ouais. Mais chaque épisode a un début, un petit cliffhanger ou une petite fin avec un boss à chaque fois qui matérialise la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, si on résume un peu le truc, c'est ça. Après, il y a évidemment un fil narratif continu sur toute l'histoire, et même c'est ce que font les séries aujourd'hui, parce que il y a de moins en moins de séries où les épisodes sont complètement décousus et on peut presque les prendre dans le désordre. Donc c'est important aussi quand même d'avoir justement que cette structure-là, elle soit pas trop présente non plus, parce que sinon ça peut être un peu lassant pour le joueur s'il n'y a pas d'enjeu entre les niveaux. Donc il faut quand même qu'il y ait une progression générale dans l'histoire. Et ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé, parce qu'on a plus de 4h30 de cinématiques dans le jeu. Okay. Donc cinématique, vraiment, c'est de l'animation, c'est pas cinéma d'animation. Il dure combien le jeu en gameplay estimé? Si tu veux faire l'histoire, c'est environ une 30aine d'heures. Ce qui est à la fois beaucoup, parce que t'as des jeux qui peuvent se finir sur une 10aine d'heures environ, mais c'est relativement peu pour les jeux de rôle qui
peuvent culminer à une centaine d'heures Ah ouais. pour les références du genre en tour par tour. Mais nous, c'est un peu une volonté aussi de... En fait, le public auquel on s'adresse, c'est un public qui est un peu grandi par rapport aux anciens Final Fantasy. En fait, c'est les gens qui étaient jeunes à l'époque des Final Fantasy, qui maintenant ont, enfin voilà, comme nous, 30, 35, 40 ou voire même plus. En fait, on sait que ces jours-là, ils ont moins de temps aussi à passer sur des jeux qui soient pas Call of, FIFA. Oui, ok, oui, ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience qui soit respectueuse en fait du temps du joueur et que tu puisses savoir comment l'histoire finit Sans, ouais. pardon, sans non plus en fait y passer une centaine d'heures, parce que moi il y a des jeux dans lesquels je ne me lance pas parce que je sais qu'en fait il faut une bande passante littéralement Ouais. à dédier au jeu pour arriver au bout. Donc voilà, c'était un peu cette approche là de d'avoir quelque chose qui soit très narratif, parce que du coup t'as 4h30 de cutscene, de cinématique sur 30 heures d'histoire, donc c'est un ratio qui est quand Il y même a un assez film au milieu du jeu, quoi. ouais, c'est ouais, un film en deux parties. Et tu peux me pitcher vite fait l'univers et peut-être le Ouais. début de l'histoire? Ouais, donc dans cet univers-là, il y a un monolithe qui trône vraiment au milieu de l'océan. Et au pied de ce monolithe, il y a une entité géante qui s'appelle la Pine Tress et qui se réveille tous les ans et qui peint un nombre sur ce monolithe. Et donc chaque année, le nombre sur le monolithe décroît. Et en fait, tous les gens qui ont cet âge ou sont plus âgés sont gommés, donc ils disparaissent en fumée. Okay. Et l'histoire dans Expédition 33, c'est en fait, on part de la ville de Lumière, dans laquelle, pour contrer cette espèce de malédiction, les citoyens se sont organisés pour envoyer justement une expédition chaque année pour essayer d'interrompre ce cycle, tuer la Pine Tress pour l'empêcher de peindre le nombre suivant. Et donc chaque année, une expédition part, et donc l'expédition porte le nombre qui est inscrit sur le monolithe chaque année. Donc le nombre décroît d'année en année. Donc l'année d'avant, c'était expédition 34, et nous, on joue l'expédition 33 qui part pour aller essayer de battre la Pine Tress. Okay. Et donc ça c'est le point de départ de l'histoire, et derrière voilà, il y a beaucoup de retournements de situation. Enfin voilà, Okay. je vais rien spoiler Mais pour les il y gens a qui un ont envie scénario, quoi. de le faire. Ouais. Mais Okay. voilà. Et Le l'univers est jeu, assez, il y a la marque très française, non? C'est ça, c'est. oui, complètement. La ville de départ, donc Lumière, qui est complètement inspirée de Paris, avec cette espèce de tour Eiffel penchée. On retrouve un arc de triomphe qui est complètement éclaté. Et même en termes d'architecture, on a fait beaucoup de recherches pour avoir des bâtiments haussmanniens partout dans la ville. Donc il y a cette vibe française qu'on va retrouver un peu partout, même dans les doublages, ou même sur la version anglaise du jeu, les personnages disent merde, ils disent putain. Okay. On a essayé de pousser ça à fond. On a fait des costumes aussi qui sont déverrouillables en jeu pour les personnages, qui sont donc costumes qu'on appelle baguettes, donc avec vraiment la toile cochonou rouge et blanche, avec la baguette, la marinière, le béret, enfin les lunettes, la totale. Ça à la base c'était parti d'une blague en fait entre nous, en disant pour un des trailers on reprend le trailer de lancement et en fait on fait exactement les mêmes plans, mais on remplace les personnages pour qu'ils aient cette fameuse tenue baguette. Et en fait, on s'en est servi. C'est parti d'une blague et on s'en est servi en fait pour annoncer le doublage français, qui a été annoncé juste après, je crois une semaine ou deux après le doublage anglais. Et en fait, de cette blague-là, c'est devenu assez signature et assez iconique du jeu. Enfin, on a vu sur certaines conférences, il y avait à la Japan Expo pas mal de gens en fait qui sont arrivés en cosplay, un cosplay Expédition 33 avec cette tenue-là. Parce qu'en fait, c'est un cosplay qui est assez relativement simple à faire par rapport à d'autres jeux où des fois on voit des choses assez impressionnantes avec des accessoires qui sont vraiment faits de façon ultra custom Il et te faut tout. du carton, enfin des trucs, enfin des Ouais, c'est matos ça. spécifiques pour faire la forme et tout, ouais. Okay. C'est du grillage à poule pour faire des Ouais, trucs pas voilà. possibles et tout. Et là, en fait, ça c'est complètement accidentel, mais en fait, c'est devenu signature et emblématique du jeu. Et on est content aussi parce que il y a un côté où Cocorico, ça, Ouais. ça promeut la France un peu partout dans le monde. On voit sur Reddit, sur Instagram, des gens qui disent OK, j'aime pas trop les Français, mais là
Je peux faire un effort. Je peux faire un effort là-dessus. Ou même des gens qui ont envie de visiter la France suite à ça. Donc ça pour nous enfin ouais, c'est très gratifiant parce que ouais, le jeu il a un impact au-delà du fait de. À la base, un jeu vidéo c'est pour raconter une histoire, divertir les gens, mais en fait quand on arrive à aller au-delà de ça et créer un, un moment de vie en fait pour les gens, quelque chose qui va les marquer, c'est la plus belle récompense. Ouais, c'est une expérience. Ouais, c'est ça. Savoir qu'on a réussi à déclencher ça chez les gens, c'est fou. Et même sur l'écriture, sur l'histoire, parce que l'histoire est à destination, je dirais, d'un public plus âgé. Donc pareil sur, en fait, ça aborde des sujets comme la mort, comme le deuil, comme la séparation, donc des sujets qui sont assez profonds. Et en fait, on reçoit des courriers ou des mails de personnes qui nous disent ça m'a aidé carrément à traverser une période difficile de la vie. Ouais, il y en a qui sont difficiles à lire, et en même temps c'est beau aussi parce que on se dit, ok, là on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus interpersonnel, on a réussi à voilà toucher quelqu'un et aider potentiellement cette personne à avancer au moins un petit peu. Et ça voilà, c'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer quand on crée un jeu à la base, quoi. Et est-ce que je voulais parler un peu du fonctionnement du studio, mais on y reviendra peut-être après. Parce que du coup, donc peut-être que tu peux me raconter quand même le succès du jeu et à quel point il a eu du succès, parce que là tu me donnes des exemples, tu vois, précis, mais en vrai, je sais pas si les gens se rendent compte s'ils sont pas dans le jeu vidéo, mais ça a été quand même une vague assez incroyable, tu vois. Est-ce que vous attendiez à ça déjà en lançant le jeu, parce que j'imagine que tu as plein de doutes et tout. Est-ce que vous avez ce truc, il est vraiment bien en avance de phase et vous y attendez un peu, ou alors c'est une grosse surprise? Nous, on n'était pas trop sûr du succès du jeu avant le lancement. Et en fait, pendant longtemps durant la production, en fait, il y a beaucoup de pièces du puzzle souvent qui manquent pour se faire vraiment une idée, et notamment sur la partie narrative. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment créer justement de la glu entre les niveaux. Et ce que je disais justement sur le fait que au sein de chaque niveau, oui, il y a un enjeu avec un point de départ, un point d'arrivée. Mais l'important, c'est aussi ce qui va connecter tous ces niveaux entre eux. Et ça, pendant assez longtemps pendant la production, en fait, on n'était pas sûr qu'il y ait cette glue-là. Qu'il y ait ce truc qui fait que le joueur s'attache vraiment au personnage, qu'il ait vraiment envie d'aller au niveau suivant. Le fait que on donne à disposition aux joueurs justement les éléments de gameplay aussi, avec les capacités, les différents personnages, que voilà, que le joueur ait envie de s'investir pour monter au niveau supérieur, etc. En fait, on avait une mécanique de base qui fonctionnait, donc la mécanique de combat en tour par tour, avec la grosse particularité que quand tu te fais attaquer, en fait, tu peux esquiver, tu peux parer, et c'est ça qui fait aussi le sel du jeu. Mais ça, on avait ultra tôt, en fait, dès les tout premiers prototypes. Donc quelques innovations de gameplay, en fait, qui sont pas dans les autres jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est vraiment le truc. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais le jeu a été aussi acclamé pour ça, pour rafraîchir un peu le côté tour par tour qui peut être très, très statique, avec justement cette partie où les ennemis t'attaquent, et du coup et c'est à toi de te défendre. C'est toi et ton niveau en tant que joueur. C'est pas une question de statistiques, c'est pas une question de rien de tout ça, c'est toi et tes réflexes. Okay. Et oui, donc tu mixes le tour par tour avec quand même des moments où quand il t'attaque, t'as une petite entorse au tour par tour. Exactement. Tu peux faire des trucs en disant attends, là je vois venir le truc et je fais une combinaison qui va faire éviter, quoi. Okay. C'est ça. Et en fait, tu peux en théorie esquiver tous les coups de tous les ennemis du jeu. Donc tu peux faire le jeu de A à Z avec juste un point de vie sans jamais te faire toucher, juste en esquive, juste en parade. Okay. Donc ça, on était confiant dans le fait que c'était fun, parce qu'en fait, tu lances le jeu, tu fais un combat, tu fais 2 combats, t'en fais 5-6 dans le niveau. C'était cool, c'était fun. Il y avait un côté très récompensant quand t'arrives à faire des esquives et encore plus des parades. Mais voilà, avoir ce lien sur 30 heures de jeu, parce que c'est quand même une durée assez conséquente. Avoir ce lien-là, ça arrive très tardivement dans la production, mais c'est normal aussi, parce qu'en fait, au début, on commence un peu par des choses essentielles au jeu, des briques de gameplay un peu basiques. Et après, progressivement, une fois qu'on a ces blocs-là, on va pouvoir commencer à mettre du joint entre les différents. Mais ça veut dire que tu as le début du scénario et t'as pas toutes les ressorts, en fait, t'as pas toutes les ficelles narratives, c'est ça? Ou... Même au moment où t'as
toutes les différents niveaux, avec toute la progression dramatique de l'histoire. Ouais. En fait, il y a tellement qui se fait sur la musique, sur D'accord. la qualité des animations faciales aussi pour t'attacher au personnage. Par exemple, on avait un des personnages au début de la production. Quand on faisait tester le jeu, les gens disaient ce personnage, je l'aime pas. Il passe son temps à râler, à chouiner et tout. En fait, il y avait un côté un peu antipathique. Et en fait, ça passe par plein de choses. Ça va passer par comment on montre ce personnage, la qualité des animations quand même, parce que on est humain, donc on va naturellement réagir à quelque chose qui ressemble à un humain. Et donc en fait, c'est une ligne de crête sur laquelle on marche en permanence. Et en fait, on affine en permanence jusqu'à la fin de la production, jusqu'aux dernières semaines avant la sortie du jeu, pour essayer de faire mouche et que les scènes émotionnelles visent juste sans faire dans le mélodramatique. Donc c'est ça en fait qui, sur un jeu narratif qui peut être assez risqué, c'est qu'en fait on met du temps à voir si la maillot prend ou pas en fait. On a plein d'ingrédients qu'on met ensemble, mais c'est vraiment à la toute fin que tu te rends compte si la maillot prend ou pas. Okay. Et donc du coup ouais, ça a été un doute jusqu'à assez tard dans la production, puis à un moment donné sur la fin, on a eu un peu un déclic, on a commencé à prendre confiance un peu dans ce qu'on avait sur le plan narratif. Et ce qui reste à ce moment-là ensuite, ça va juste être les bugs. Donc t'as une date de sortie qui est annoncée. C'était pas envisageable pour nous de la décaler, parce que c'est une espèce d'engagement que tu prends auprès des joueurs quand tu annonces une date. C'est quand même pour la respecter. Donc et on voulait en même temps sortir un jeu qui soit stable à la sortie, parce que malheureusement c'est quelque chose qui, de nos jours, est assez commun d'avoir des jeux qui sont assez buggés à la sortie, donc et les joueurs sont assez exigeants là-dessus, ce qui est complètement normal. Donc on avait cette liste de bugs qu'il fallait qu'on dépile d'ici la sortie, et là on rentre plus en course contre la montre, parce qu'on sait que ce qu'on a c'est bien, si on arrive un peu à faire abstraction des petites des petits problèmes on appelle ça le polish, tu vois, c'est vraiment tu polis le jeu jusqu'à ce que ça soit bien lisse, bien brillant, et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Donc c'est la dernière étape qui est vraiment cruciale, et là voilà, c'est l'équipe technique en général qui est à fond les ballons là-dessus, et en fait on dépile en priorité les bugs qui vont impacter l'expérience de jeu le plus négativement. Et après, on arrive sur des choses qui sont plus du détail. Ces bugs, tu les identifies quand? Parce que tu vois, moi, je vois le monde du SaaS, Software as a Service, où tu arrives, tu mets un truc, bon, il y a des bugs, c'est pas grave, en fait, tu as du monitoring, tu les corriges assez vite. Il y a pas forcément le même niveau d'exigence que dans le monde du jeu vidéo, en fait, où la première fois que le grand public l'a entre les mains, ça peut prendre une ampleur de fou, et si c'est buggé, c'est horrible en termes de réputation. Comment vous faites? Enfin, vous avez des bêta-testeurs qui jouent 50 fois le jeu, c'est ça? Ouais, on a une équipe de QA, de contrôle qualité, qui donc eux ils sont basés en Pologne, donc c'est un partenaire externe. Donc on a 2-3 personnes en interne dans l'équipe qui ont aussi ces compétences-là, mais en fait sur un jeu avec un périmètre aussi large en termes de juste de temps de jeu en fait, déjà, et même la complexité sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les stratégies qu'on peut combiner entre elles et tout. C'est en fait il faut une équipe conséquente, et là actuellement on est plus sur une vingtaine de personnes qui testent effectivement le jeu. En fait c'est leur et ils testent toutes les combinaisons en plus, j'imagine, et t'en as un nombre exponentiel, donc ça doit être, tu peux pas tout couvrir, quoi. Tu fais ouais, exactement. En fait ils combinent, en fait ils essaient de combiner les trucs un peu, comment dire, ils ont une intuition quand même pour savoir ce qui risque de casser quand tu les combines ensemble. Et c'est ça qui pour moi caractérise justement des bons testeurs, c'est que même s'ils sont pas forcément développeurs de jeux, mais ils savent comment les jeux sont faits, et ils savent appuyer là où ça fait mal. Et du coup vraiment du lundi au vendredi, ils testent le jeu de fond en comble. Quand on fait une modification, parce que là maintenant que le jeu est sorti, on fait aussi des mises à jour post-launch, post-lancement. Quand on fait une modification sur une des fonctionnalités, ou même un correctif de bug, ils vont vérifier que le bug est effectivement corrigé, mais ils vont aussi vérifier un peu tout autour, toutes les fonctionnalités un peu connexes, vérifier que ça va pas casser un truc, ouais. Exactement, parce que ça c'est un peu ton pire cauchemar une fois que t'es lancé. Les joueurs sont très très durs quand il y a des régressions sur des choses qui fonctionnaient, d'un coup ne fonctionnent plus. Tu te retrouves très vite avec des commentaires en mode ah bah super, ils font une mise à jour et évidemment ça casse tout et tout, alors que derrière ils voient pas la tonne de fixes qui sont passés, mais c'est ça qu'on essaie d'éviter. Ouais. Et ça m'intéresse par rapport au monde du software aussi. Donc software, on a des tests automatisés souvent. Tu vois, j'imagine que ton moteur C++, il a plein de tests automatisés, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est en C++ d'ailleurs, mais sur la partie vraiment gameplay, tu vois, un peu end-to-end en fait.
Ouais. Tu peux automatiser des tests. Tu as un bot qui joue les 30 heures de jeu. Alors c'est un truc qui existe, mais en fait c'est extrêmement coûteux en maintenance, parce qu'en fait si tu veux vraiment tester ton jeu, en fait idéalement tu dois simuler des inputs, donc manette, donc ça veut dire que ton Ok. personnage qui va se déplacer, ton personnage qui va, enfin les inputs qui vont nous permettre de naviguer dans les menus aussi. Et le problème, en fait, c'est que dès que tu vas faire une petite modification dans soit la disposition d'un niveau, soit la disposition d'un menu, ou même juste l'ordre dans lequel certains éléments sont triés dans une liste, ton test automatisé, il casse directement. Ok. Donc, il y a des productions qui le font, et à Ubisoft, il y avait une ceinture de test automatisée, et qui, en fait, derrière, ça représentait un temps de test, qui se comptait ouais, c'était dizaines de milliers d'heures, Ouais, punaise. de tests qui étaient, du coup, automatisés. Ça va pas être des tests aussi qualitatifs que ce que tu peux avoir avec, justement, des vrais testeurs humains. Parce que cette intuition, ce flair pour aller casser les systèmes, tu peux pas l'implémenter avec des tests automatisés, ou en tout cas pas sans avoir tout un framework ultra complet, avec potentiellement de l'IA Ouais, qui ouais, va interpréter un peu les infos qu'on lui met à l'écran. Donc les ceintures de test, elles sont possibles, mais en général ça va plus être sur des trucs vraiment super atomiques, en fait, de j'appuie sur le pad, le perso il avance, et en fait tu vas juste vérifier que ta coordonnée X de ton perso a bien bougé, mais ça va être assez basique. Ça c'est un truc, après, enfin l'équipe a pas mal grossi à Sandfall sur la durée de la production. À la base j'étais le seul programmeur pendant plus de 2 ans, à partir du moment où on a vraiment monté l'équipe. Donc j'avais un peu joué, justement, on a des vieux tests automatisés qui faisaient, hein, du combat de façon automatique, qui vérifiaient que tu pouvais bien au moins faire des dégâts sur l'adversaire, ce qui est un peu le truc de base, mais ça pète assez assez souvent malgré tout. Donc on avait des tests comme ça, mais en fait, ouais, en termes de maintenance, une fois que j'avais un peu l'illusion qu'une fois fait, ça tournerait, puis ça nous donnerait des reports réguliers et tout. Mais en fait, 3 fois sur 4, le report, c'était juste que soit ça compilait plus parce que l'API avait un peu changé, soit le système de jeu avait légèrement été modifié, et du coup la série d'input qui était censée mener à l'événement détecté par le test automatisé, marche. Ouais. elle est plus pertinente parce que on a un peu changé le système. Donc voilà, Ouais. malheureusement, là on C'est- n'avait pas sur Expedition 33, mais j'ai bon espoir que sur la prochaine prod, on ait plus d'outils automatisés comme ça. Mais après voilà, les testeurs, ça reste Ouais, c'est un truc. quelque chose d'irremplaçable, et des bons testeurs comme on a eu, encore moins, parce que, enfin, on a eu la chance, je pense, d'avoir un lancement qui se passe sans trop d'accro, en termes Ouais. de gros bugs. Ça c'est une C'est une des petite clés. Ouais, ouais. fierté. Et c'est quoi un peu les clés du succès, parce que vous êtes quand même un petit studio, hein, par rapport à justement Ouais. du Ubisoft, ou quand même des gens qui font des énormes productions. Comment tu te démarques là-dedans, et c'est quoi vos forces à Sandfall? Je pense que le premier point qui est important, c'est quand même le jeu en lui-même. En fait, dès le moment où on a monté le studio, on avait déjà cette vision sur le gameplay, avec prendre du tour par tour, le faire un peu à la sauce. Enfin, visuellement, on est plus sur un style occidental que japonais. Ce qui souvent, en fait, est le cas pour les jeux tour par tour, même faits par des occidentaux. Ils essaient de reprendre un peu Ah ouais, donc tu te démarques ce, déjà là. Ok. donc déjà, il y avait un premier positionnement là-dessus, et un deuxième positionnement avec le côté dynamique du tour par tour, avec ce qu'on parlait sur les esquives, la parade. Tu peux aussi tirer, en fait, en visée libre, un peu comme on tire à la Ah, troisième en personne. FPS là, enfin ouais, ok. Ouais, Ok. exactement. Donc ça, pareil, on a quelques ennemis dont qui ont des mécaniques à base de cibles qui vont être mouvantes autour d'eux, qui permettent de déclencher certaines choses en combat. Donc ça, c'est des choses qui rafraîchissent un genre qui a pu être vu un peu comme un peu désuet, et même des grosses licences du genre, comme Final Fantasy, justement, a bifurqué, en fait, du tour par tour. Il y a déjà plusieurs Ouais. années, parce que c'est un marché qui, en fait, est plus niche. Mais du coup, ça a aussi créé un peu une pénurie dans ce marché-là. Et du coup, nous, on arrive, donc, déjà en proposant un jeu en tour par tour, donc, qui répond à l'envie d'une certaine tranche des joueurs. Mhm. Mais le côté, en fait, dynamique du tour par tour, c'est aussi aller chercher d'autres joueurs qui étaient un peu notre public secondaire. Enfin voilà, quand on avait identifié un peu qui aura envie de jouer au jeu, donc il y avait les amateurs de tour par tour, les amateurs de jeux assez difficiles, donc
comme tout ce qui est Elden Ring, Dark Souls, pour ceux Ok. qui connaissent, voilà, qui sont des jeux vraiment réputés pour être exigeants et difficiles sur les timings. Et le troisième public qu'on avait identifié, c'était plus le public justement sensible à la narration, qui a envie d'avoir une histoire forte, des personnages attachants, savoir comment l'histoire finit. Et du coup, à la base, on n'avait pas prévu d'avoir, par exemple, un choix de niveau de difficulté dans le jeu. Ok. Et au final, on l'a intégré parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ouais, on a une histoire qui est cool et c'est un peu dommage d'aller la planquer derrière des boss ultra difficiles qu'en fait que seulement 30% des joueurs vont pouvoir battre. Donc on a un mode d'histoire qui enlève un peu le besoin de gros réflexes, qui enlève un peu le besoin de stratégiser aussi Ok. sur ces personnages, ces équipements, et juste de profiter de l'univers, profiter de l'histoire. Ouais, ok. Donc un peu plus dynamique, mais vraiment très dans la force du scénario et les ressorts, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est un peu ce positionnement-là qui, je pense, fait que c'est frais en fait, et qu'on propose quelque chose de nouveau aux gens. Donc ça résonne là-dessus. Et après, je pense que la campagne marketing aussi a été bien gérée. Enfin, le publisher avec lequel on est, donc Kepler Interactive, ils avaient prévu une campagne sur 9 mois qui était vraiment calibrée pour en fait que ce soit ni trop court ni trop long, pour que les gens aient le temps de s'intéresser, de découvrir aussi, parce que on sort de nulle part sur une licence que les Mhm. gens connaissent pas, un studio que les gens connaissent pas non plus. Donc il faut réussir aussi à créer de l'intérêt dans la durée. Sur les doublages, il y a un casting pour le coup qui est triple A autant qu'en français qu'en anglais, où on a Andy Serkis, on a plein d'acteurs Ouais. super Parce que, alors ça, raconte-moi talentueux. comment Ouais. ça marche, parce que donc du coup, toi, tu fais le jeu, mais Ouais. derrière, en fait, j'imagine que Ubisoft, ils font tout, c'est-à-dire ils font le jeu, ils l'éditent, etc. Toi, en fait, tu fais le jeu, mais tu fais des partenariats ensuite pour la distribution, pour ce genre de choses, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, à Sandfall, t'as une trentaine de personnes et en fait, c'est vraiment tout le monde est focalisé quasiment sur la création du jeu en lui-même. Et après, du coup, notre contrôle qualité, comme je disais, on externalise. Et après, justement, tout ce qui est de ce qu'on appelle publishing. Donc, ça va être à la fois le marketing sur tous les canaux, donc en ligne, les réseaux, Ouais. voilà. Et il va y avoir j'ai aussi la partie distribution, parce que le jeu est sorti dans boîte, donc dans les Fnac, Micromania, et partout dans le monde, dans la majorité des boutiques classiques de jeux vidéo. Et ça, en fait, c'est une logistique, parce que du coup, il faut littéralement faire presser les CD. T'as des usines Ah ouais, ouais, ouais. qui sont dédiées là-dessus. On a fait une édition collector aussi, donc Ok. avec une figurine du Monolith qui fait boîte à musique aussi. Donc ça, c'est des trucs. En fait, Trop bien. Ok. c'est Ouais. ah oui, Produit ouais, vraiment dérivé, quoi, c'est ça, ouais. ouais, exactement. Et en fait, là, tu rentres, en fait, exactement comme tu dis, dans le process de création de produits dérivés, Hmm. avec en fait, il faut aller signer encore avec des partenaires externes qui sont spécialisés dans les figurines, d'autres qui sont spécialisés dans l'assemblage de boîtes un peu quali. Le steelbook, donc c'est un petit manuel, pardon, c'est une petite version, c'est une boîte métallique en fait du jeu qui est un peu plus quali que la boîte PlayStation classique qu'on peut avoir. Donc ça, pareil, en fait, c'est eux qui vont coordonner tous Hmm. cette partie logistique, en fait, établir un partenariat et la partie logistique qui va derrière pour que tu puisses avoir des livraisons en Europe, aux États-Unis, parce que évidemment c'est pas les mêmes fournisseurs Ouais. de chaque côté, en Asie aussi. Donc voilà, eux ils gèrent tout ça. Quand on a monté le studio, on envisageait un peu de faire justement à la Ubisoft où on gérait tout de A à Z dans cette optique-là, peut-être un peu contre le fric de dire Ok, ok. on fait tout nous. Mais en fait, ils amènent quand même une expertise Expédition 33 aurait pas pu avoir ce succès-là. Ouais, Je pense si on avait fait tout nous-mêmes déjà pour une question de temps, ouais, ouais. parce que temps, d'argent aussi, parce que donc c'est eux du coup qui financent donc sur la base de la vertical slice. Donc eux, ils sont arrivés, Kepler, on les a signés en 2022. Et en fait, ils ont financé toute la production à partir de là jusqu'en 2025. Parce que nous, en fait, on n'avait pas les fonds pour financer autant. On avait les fonds pour une vertical slice. Et le pari, c'était que la vertical slice intéresserait suffisamment pour décrocher un financement. Et du coup, là, tu rentres dans un système où tu es financé en fait à peu près par trimestre. Tu leur envoies une version du jeu régulièrement. Ils peuvent vérifier que il y a bien de l'avancement. Ils peuvent Hmm. aussi faire des retours, qualitatifs sur le jeu. Eux, par rapport, ou
positionnement justement sur les différents types de publics. Ils amènent aussi un œil un peu externe. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui gèrent comme ça. Et après derrière, pendant la campagne marketing, c'est eux qui s'occupent aussi quasiment de produire tous les assets en fait, donc tous les visuels que tu vas retrouver sur les pages des boutiques en ligne, et en fait là il y en a vraiment une sacrée quantité à produire. Donc nous on leur fournit les différents personnages du jeu, tout bien avec enfin voilà, les bons formats de données, tout ça. Exactement, avec la transparence et tout. Et derrière ils ont une équipe marketing qui peut assembler ça, et en fait et voilà, et sur telle boutique, tu vas avoir une bannière de 800 pixels de large, puis sur une autre, c'est 920. Et du coup, faut vraiment adapter en fait tout ton marketing, tu l'adaptes à chaque fois sur chacune des différentes plateformes sur lesquelles. Oui, et puis j'imagine aux différents pays aussi, en fait, tu le distribues parce que là, la traduction. D'ailleurs, dans quel pays il a eu le plus de succès le jeu, tu sais, enfin. Alors, on a la Chine et les États-Unis qui se tirent un peu la bourre, mais aussi parce que c'est des pays avec beaucoup de population. Mais par contre, le troisième pays, et qui est clairement surreprésenté par rapport à la population, c'est la France. Ok. Donc on a le trio de tête, c'est voilà, Chine, US et France derrière. Et c'est cool de voir aussi que le jeu, enfin, je pense qu'il y a une espèce de fierté en France autour de Expédition 33 avec enfin peut-être un petit effet de mode ou peut-être quelque chose de plus profond aussi sur le fait qu'un jeu mette la France à l'honneur de façon aussi parfois un peu caricaturale, mais ça fait partie, je pense, aussi de notre personnalité en tant que Français. L'autodérision, ça fait un peu partie de perso. Donc le second degré, l'autodérision. Donc la France représente très très fort dans les ventes, en tout cas sur Steam. C'est là on a les chiffres très détaillés sur Steam. Et donc la Chine, il est pas doublé en chinois, si il est en anglais. Les doublages actuellement sont juste français-anglais. Mais t'as des sous-titres, c'est ça, ou t'as des... Ouais, c'est sous-titré vraiment dans presque une dizaine de langues. Et on va en ajouter, on va ajouter d'autres langues de doublage. On est un peu en train de regarder justement sur, en gros, sur les marchés sur lesquels ça pourrait être apprécié. Et derrière les sous-titres et textes, pareil, on visite d'autres langues, dont des langues qui sont écrites de droite à gauche, qui posent toujours pas de problème dans les menus, mais on sait que pareil, c'est attendu par une partie de la communauté des joueurs, donc vous allez on essaie d'être à l'écoute un peu de. Et donc le doublage, tu me disais, donc le doublage en fait c'est vraiment des acteurs, parce que c'est un métier de doubler, de faire les bonnes notations et tout. Donc là pareil, vous travaillez avec une boîte, ou c'est vraiment vous recrutez des acteurs, comment ça marche? Ouais, là t'as des boîtes qui font en général en fait à la fois le casting et l'enregistrement aussi, donc ils ont les studios. Après il y a des acteurs qu'on va chercher aussi de notre côté. Après je vais pas rentrer trop dans le détail de comment ça se dit là, mais en gros c'est en fait les studios ils ont un catalogue de doubleurs dans lequel tu peux piocher, tu peux un peu faire ton marché, donc t'as plein de donc c'est assez cool parce que tu peux du coup écouter plein de démos en fait d'acteurs qui te montrent un peu leur range d'émotions, de personnages et tout. Donc c'est assez donc tu trouves quelqu'un qui correspond bien à ton perso et ce que t'as en tête dessus et tout. C'est ça. Et typiquement pour la voix de Maël, c'était quand on a entendu les auditions à la fois de Jennifer English et de Adeline Chataille, pour les deux en fait c'était OK, c'est elle. Maël, c'est la perso principale, c'est ça, c'est la petite rouquine qui a 16 ans dans le jeu et qui en fait a une sacrée personnalité malgré son jeune âge. Et en fait quand on a entendu les voix, tu sens qu'il y a une connexion en fait qui se fait entre ce que tu vois du personnage et la voix que t'entends. Et quand c'est la bonne personne, tu entends direct. Et derrière c'est important parce que ça porte quand même ça porte l'immersion quoi. C'est 85% de ton personnage dans le jeu, il est porté par sa voix et par l'interprétation. T'as l'animation faciale qui joue une grande partie aussi, mais la voix c'est tellement important que. Et après c'est un peu du marketing aussi, parce que avoir des grands noms dans le casting, je pense à Andy Serkis par exemple, c'est aussi quelque chose qui permet d'aller justement toucher les joueurs qui sont plus, quand je parlais du segment de joueurs qui sont plus attirés par la narration, par l'histoire,
C'est des joueurs qui potentiellement ont jamais fait de tour par tour de leur vie et n'ont jamais joué à des jeux d'action RPG un peu difficiles comme comme Elden Ring ou Dark Souls. Donc eux, tu les touches aussi par du média plus traditionnel qui va être plus friand de Andy Serkis dans. Ils sont fans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, si jamais le nom de Andy Serkis ne vous dit rien, je pense que vous allez reconnaître sa voix. Must have the precious. They stole it from us. Sneaky little hobbits. Wicked, tricksy, false. Et donc voilà, c'est lui qui fait la voix anglaise de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est trop bien. Ok, et du coup, vous êtes quand même finalement par rapport à des grosses prods, on disait un petit budget. Sur quoi tu fais des compromis? Donc on a un peu parlé, tu vois, sur la distribution, tu fais pas toi-même. Mais il y a d'autres trucs sur lesquels, est-ce que dans le jeu vous êtes obligé de faire des compromis ou vous êtes au taquet, vous pouvez faire le max de tout ce que vous voulez faire? Ouais, il y a en fait, l'idée quand on travaille sur, je prends l'exemple d'un niveau par exemple dans le jeu, un niveau que le joueur peut explorer. En fait, on va mettre tous nos efforts sur les choses qui sont les plus iconiques du niveau, sur ce qui est les modèles 3D par exemple qui sont présents. On a un univers visuel qui est très riche, qui est un peu what the fuck aussi. Et donc du coup, on va passer beaucoup de temps à faire justement les bâtiments tordus qu'on va trouver, où tu as une espèce de matière un peu bizarre, donc qu'on appelle la paint, donc c'est la peinture, donc qui va venir enliser un peu certains éléments du niveau. On va beaucoup aussi travailler sur certaines ce qu'on appelle des vistas. Donc en fait, c'est des fois tu as un espèce de boulot d'étranglement dans le niveau. On sait que le joueur a passé dedans, et en fait quand il arrive au bout de ce boulot d'étranglement, t'as la vue qui se dégage sur un paysage. Et donc ça, en fait, c'est des environnements qui sont assez contrôlés parce qu'on sait de quel côté le joueur arrive. C'est pas de l'open world dans lequel le joueur peut arriver de n'importe quel côté ou en hélicoptère ou je ne sais quoi. Là, donc ça permet en fait de faire beaucoup plus de choses en termes de narration, mais aussi en termes d'habillage visuel de la scène et en fait c'est ça vraiment on travaille comme des tableaux parce qu'en fait t'as un point de vue qui est quasiment fixe. Et c'est là que tu peux aller vraiment créer un effet waouh chez le joueur. Et c'est là que tu peux exprimer aussi l'identité visuelle du jeu de façon forte, parce que tu sais, c'est un environnement assez contrôlé. Et après, donc il y a des choses sur lesquelles on va aussi réutiliser en fait certains modèles 3D de façon un peu intelligente. Pour tout ce qui est végétation, ça en fait c'est des choses qui viennent de packs de modèles qui sont disponibles pour les utilisateurs du moteur Unreal Engine qui est notre cas. Donc et en fait et ça c'est des modèles qui ont peut-être moins de valeur ajoutée en termes d'identité, en termes de style. C'est voilà un brin d'herbe, c'est un brin d'herbe. Et puis après des fois dans le jeu les brins d'herbe ils sont violets ou ou turquoise, donc c'est là où on met un peu notre touche aussi. Mais globalement il y a beaucoup de petits modèles un peu d'habillage comme ça. C'est moins important qu'on les fasse nous. Mais par contre dans le jeu il y a beaucoup d'environnements naturels, donc beaucoup de rochers. Donc on est allé faire une bibliothèque de rochers dans laquelle on peut piocher, qui ont des formes un peu intéressantes. En les tournant dans un sens, dans l'autre, en les agrandissant un peu, on peut aller créer des compositions intéressantes visuellement. Mais voilà, c'est un peu trouver ce juste équilibre entre. Tu peux aller regarder, il y a des petits cailloux posés un peu partout dans les niveaux et tout. Mais après voilà, si tu regardes de super près, il y a certains endroits qui sont un peu moins travaillés que d'autres. Mais parce que c'est aussi comment dire. On n'a pas vocation à être un triple A, on n'a pas vocation à faire un open world où, par définition, les open world vendent aux joueurs le fait qu'ils peuvent aller regarder partout. Nous, on a un jeu qui est plus narratif. Même au niveau d'exploration, le fait justement qu'on a un côté un peu plus couloir, et puis ensuite tu peux aller un peu te perdre dans une espèce de labyrinthe dans le niveau. C'est malgré tout, ça fait qu'on a moins de choses à produire aussi. Donc en fait, si tu dézoomes en fait sur un niveau, tu vas vraiment voir les zones que le joueur peut vraiment explorer, et tu vas voir que le reste c'est plus ça pour créer plus des volumes que vraiment être ultra détaillé. Donc en fait l'effort se concentre vraiment sur les choses qui sont visibles en direct, et du coup on a aussi fait le choix de réduire les zones qui sont visibles en direct en ayant ce côté un peu plus couloir dans le jeu.
Même s'il y a des endroits où t'as quand même cette sensation que tu peux aller à droite, à gauche, que tu peux un peu te balader dans des zones qui sont un peu plus ouvertes. Ça, c'est important de donner ça aux joueurs quand même pour pas qu'ils se sentent un peu claustro, enfermés dans ton niveau. Mais voilà, c'est en faisant un peu des choix c'est un numéro d'équilibriste, hein, Ouais, il y a un espèce de petit côté illusionniste, en fait, où Oui, c'est ça. Ouais. C'est un jeu vidéo, en fait, c'est un peu une espèce de gros tour de magie où, en fait, t'as tellement d'éléments créatifs un peu cool partout, à droite, à gauche, que ça devient plus que la somme des différents éléments que tu prends. En fait, l'idée, c'est vraiment presque de surcharger le joueur de trucs beaux et de trucs cool. Et en fait, c'est ça qui fait que quel que soit l'endroit où ce regard va porter, il va avoir un truc sympa. Et potentiellement, il n'aura pas vu un autre détail sur lequel, t'avais passé un peu de temps. Oui. Mais c'est pas grave, il faut, sur la masse, le joueur va voir un certain nombre de trucs cool. Et s'il voit pas tout, c'est ok, ça fait partie du médium aussi, le côté interactif, ça, c'est important. Ce que je disais, voilà, sur le Vista, où c'est les quelques moments où c'est contrôlé. Si on en abuse, ça casse aussi un peu le sentiment de liberté qui est quand même important dans un jeu dans lequel tu peux explorer. Et après, le truc qu'on a mis aussi pour contrebalancer ça, c'est en fait tous ces niveaux qui sont un peu couloirs. En fait, ils sont connectés entre eux par une espèce de carte du monde. Donc en fait, dans laquelle le joueur peut pour le coup évoluer librement. Okay. Mais là, pareil, en fait, on a une esthétique un peu de carte, un peu miniature. Donc on est sur un niveau de détail qui est moins élevé que exactement moins élevé que dans les niveaux où là pour le coup tu peux vraiment la garder la tête des graviers. Là dans cette carte là t'as tout qui est dans des proportions un peu fantaisistes, mais parce que ça contribue, ça fait partie de cette direction artistique là, mais ça nous permet nous aussi d'un point de vue purement bande passante et contrainte de production, ça nous permet en tant que petite équipe de produire à un niveau relativement grand. On n'aurait pas pu produire tout le jeu en niveau complètement exploré, ça n'aurait pas été juste pas été possible en termes de temps. Et on arrive un peu au bout, j'ai quelques questions pour toi, on a balayé plein de trucs, c'est cool. J'ai regardé quelques anecdotes, je sais pas si t'en as d'autres, mais Salem faisait marrer, j'ai vu qu'au Japon, ils n'arrivent pas à prononcer le nom du jeu, parce qu'effectivement, moi j'ai fait un peu de japonais, tu sais, les L et les R, c'est pas trop pratique. Oui, c'est Kanahiro. Ouais, Kanahiro, parce que je sais pas comment ils disent, mais du coup ils l'appellent machin truc. Je crois qu'ils l'appellent machin truc 33. C'est vrai ce truc? C'est Nantoka Sanjusan. Ça veut dire littéralement machin truc 33. Et ça fait typiquement partie des trucs en termes de marketing. En fait, c'est l'exemple même on peut pas toujours tout anticiper en termes sur les différents territoires, même si on a des gens qui sont spécialisés ou même originaires d'un certain nombre de marchés, mais tu peux pas tout anticiper. Et il y aura des trucs un peu random comme ça. Mais ce qui est fort, c'est qu'en l'appelant machin truc 33, ils savent de quoi ça parle, tu vois. C'est quand même ils savent de quoi ça parle, et ça m'a fait rire de voir qu'on avait même des articles en France qui reprenaient ça. Mais oui, on a des histoires assez folles sur le lancement. Le truc qui a, je pense, le plus marqué, c'était il y avait un problème d'approvisionnement donc sur les jeux en physique dans les entrepôts Amazon aux États-Unis, parce qu'en fait il y a un camion qui a été détourné par la pègre. Par la mafia locale. Je crois que je sais plus, c'était sur la côte ouest. Et du coup, donc en fait, il y a une partie de la côte ouest qui s'est retrouvée en pénurie de jeux physiques PlayStation 5 Expedition 33 parce que littéralement le camion avait été volé. Et ça fait partie un peu des histoires un peu drôles. En fait, qu'on anticipe pas. Surtout de savoir que la mafia, ils ont tellement envie de jouer à ton jeu qu'ils détournent des camions pour avoir... c'est ça. Non, puis j'imagine aussi la tête du mec qui a ouvert le rideau du camion. Pourtant, parce que là, on parle c'est quand même une palette. T'imagines une palette de jeux. Donc, je crois que ça fait ça. Je sais pas, on avait fait le calcul. Je crois que c'est genre 4 ou 5 000 exemplaires. Donc ça fait quand même une sacrée flopée. Il y a des gens qui vendent sous le manteau le jeu en mode qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y en a autant dans ce camion? Mais ouais, non, il y a on avait eu une histoire aussi, problème de fournisseurs d'accès internet à quelques jours d'une deadline. En fait, aussi un truc que j'ai pas dit, mais en fait pour la version console du jeu,
on a travaillé avec un autre studio en fait qui a déjà fait des versions justement sur PS5 et Xbox, parce qu'en fait c'est une expertise qui est un peu différente. Et donc du coup donc ils nous ont aidé sur l'optimisation, faire que le jeu soit bien fluide sur PlayStation et Xbox, parce que c'est du hardware que tu contrôles, donc pour le coup tu peux vraiment calibrer parfaitement le jeu pour ce hardware-là. Et en fait, on était donc à quelques jours d'une deadline où il fallait absolument qu'on envoie le jeu. Du coup, en fait, on a eu un partenariat avec le CNC qui a financé une partie de la production et tout. Et du coup, il y a forcément des deadlines à respecter, parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi et les gens prennent l'argent et le jeu ne sort jamais. Et donc il fallait absolument qu'on boucle la version Xbox pour valider notre dossier CNC. Et là en fait panne d'accès internet, parce qu'en fait on était sur un accès internet qui était plus consumer que pro. Donc on n'avait pas été prévenu à l'avance, donc on est là, on va dire, qu'est-ce qu'on fait là? On a des centaines de gigas à envoyer auprès de notre partenaire qui nous aidait pour le portage Xbox. Et on se dit, qu'est-ce que là comment on fait pour pas se retrouver le bec dans l'eau? Et là je descends dans notre salle IT, je débranche notre serveur central sur lequel il y a toutes les données, et en fait je prends un Uber pour aller pour rentrer chez moi. Donc j'installe le serveur à côté, je lui mets sa petite ceinture et tout. Et là du coup retour chez moi où j'avais un accès fibre, et en fait du coup on a pu faire l'upload depuis chez moi. Okay. Donc j'ai une petite photo de moi prenant le Uber avec le serveur à côté. Je faut te l'envoyer à nouveau. T'as le stress en plus, j'imagine, avec le serveur. Enfin, quand tu sors le serveur des locaux et tout, non, j'imagine que t'avais des backups, t'as quand même du backup. Et en fait, si tu dois déployer tes backups, c'est quand même pas en termes de temps, c'est pas instantané. Donc la meilleure solution, ça restait quand même que je fasse pas tomber le serveur. Mais du coup, c'est le genre de situation, en fait, ça force un peu à improviser, en fait. Et c'est ça un peu qui fait le charme, je trouve, quand tu te lances dans une aventure comme ça. Ouais, entrepreneurial. C'est ça, c'est qu'en fait tu fais plein de trucs toi-même. Alors maintenant que l'équipe a un peu grossi, peut-être de moins en moins c'est le cas, mais limite ça manque un peu. Mais au tout début, on avait peint le logo Sandfall dans nos premiers locaux. On avait fait un gros logo, vraiment. Je pense c'était littéralement du 2,50 m par 4 mètres. Donc on s'était retrouvé deux geeks avec des pinceaux à essayer de déjà faire le tracé correctement à l'échelle pour pas que le logo soit complètement travaillé, mais qu'il est assez géométrique. C'est une espèce de A un peu stylisé. Donc ouais, c'est une partie qui est assez cool de l'expérience aussi. Ça fait des souvenirs et tout. Oui. Et donc maintenant, c'est quoi la suite pour vous là? Là déjà on essaie de réaliser un peu ce qui vient de se passer. On a encore pas mal de mises à jour qui sont prévues là au cours de l'année. Jusqu'ici, on était surtout sur du bug fix, mais on aimerait bien aussi faire une mise à jour contenu un peu plus conséquente. Plus tard, allez, voilà, j'en dis pas plus pour le moment pour pas. Ouais, mais non, mais en fait, l'idée, c'est de rajouter des niveaux, rajouter un peu d'histoire encore, ou des nouveaux twists, quoi. Après, voilà, là, on se focalise déjà sur le bug fix parce que ça en fait, t'as du bug fix et t'as aussi des améliorations qu'on appelle quality of life. Typiquement dans tout ce qui est navigation dans les menus et tout. En fait, au lancement, quand t'as des centaines, des milliers de joueurs, même des centaines de milliers de joueurs qui jouent à ton jeu, en fait, ça te fait aussi un test UX grandeur nature, et tu te rends compte qu'il y a des use cases que t'avais pas forcément anticipé. Donc, t'essayes un peu de servir cette partie-là de la communauté en le chat. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il y a le chat qui vient de passer devant la caméra. C'est un petit miracle que ça soit c'est la première fois. Ouais, surtout le Paul. Mais qu'est-ce que je dis? Ouais, du coup, on a des trucs comme ça avec les joueurs typiquement qui changent souvent de build sur leur personnage, donc ils vont aller tester différentes combinaisons. Ça, c'est un truc qu'on avait un peu sous-servi dans la version initiale du jeu, donc t'essayes d'aller faire plaisir aussi à cette partie-là de la communauté. Et voilà, mais après pour le moment on laisse un peu, toutes les options un peu sont sur la table pour vraiment la suite après Expedition 33, parce que là les mises à jour qu'on va faire, ça reste bug fix, un petit peu de contenu, mais ça sera pas dans les médias, ça sera pas genre un gros DLC ou un truc comme ça.
Alors, si vous vous demandez ce que veut dire DLC, eh bien DLC, ça veut dire Downloadable Content, donc du contenu additionnel pour le jeu. C'est en quelque sorte une extension du jeu. Ça peut être un nouveau chapitre, une nouvelle mission. Si on prend l'exemple de Mario Kart, ça va être des nouveaux circuits dans le jeu. Donc là, on se garde un peu toutes les portes ouvertes, mais après, on a, quelle que soit la piste, on a plein d'idées pour la suite. Donc, Et vous avez juste, je sais pas si tu peux me le dire, mais Ouais. vous avez envie de continuer l'univers ou vous avez envie de repartir sur un truc complètement neuf? L'univers, dans la façon dont il est créé, il y a tout un lore. Enfin voilà, pour les gens qui ont joué au jeu, il y a tout un lore que tu découvres en fait en avançant dans l'histoire. Alors le lore, c'est le terme technique qui vient désigner tout l'univers narratif du jeu. Donc ça va être l'histoire du jeu, les personnages et leur histoire, qui peut être avant ou après le jeu. Un lore va être plus ou moins riche en fonction des jeux. Un exemple de lore très riche, c'est celui du jeu League of Legends. Vous savez peut-être que sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Arcane, qui s'inspire directement de l'univers de League of Legends, et donc qui fait partie du lore de League of Legends. Et si vous ne connaissez pas la série, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Et ce lore, il permet en fait, il montre déjà un peu d'autres pistes qui peuvent être explorées dans le même univers. Mais après, on aimerait bien quand même justement pas réchauffer ni l'univers visuel, ni l'univers narratif, ni même le gameplay. On aimerait bien proposer un truc qui soit un peu plus frais pour le jeu d'après. Donc voilà, on a des pistes qu'on explore, mais c'est cool là de se retrouver un peu sur le, tu sais, pouvoir relancer des idées complètement Oui, fraîches. Ça fait un an qu'on est en mode closing à fond et tout. Donc là, on sort un peu de Expédition 33 et on regarde ce qu'on peut faire d'un peu différent pour la suite, quoi. Bon, ouais, c'est cool. Écoute, hâte de voir ce que ça va donner. Alors Tom, question vite fait pour clôturer un peu l'épisode. Est-ce que tu as une autre passion que la tech et le jeu vidéo? Autre passion, ouais, vraiment le premier truc qui me vient, c'est la musique électronique. La musique de façon générale et la musique électronique, au point que c'est même un peu c'est un mème au studio, le fait que je peux passer la journée à écouter de la grosse techno. C'est pas du tout cliché de le même à fond en train de coder avec du gros son dans les oreilles. Mais ouais, non, c'est un truc que j'aime beaucoup, et j'en fais aussi à côté. Ouais, tu composes. Ouais. Quand j'étais étudiant, on avait 2 morceaux qui étaient sortis avec un pote sur les plateformes de streaming. Alpha Crash, vous pouvez. Ok, je mettrai en description, je retrouverai ça. Ok. C'était plus en mode synth pop, un peu électro. Mais là, ouais, aujourd'hui, c'était plus musique électronique, même si avec Expédition 33 a pris quand même beaucoup de place dans ma vie, donc la partie créative sur mes projets perso et un peu plus mis au second plan. Mais je n'espère pas d'avoir un peu plus de temps pour me mettre là-dedans. Ok, écoute, trop cool. C'était hyper chouette de revenir sur ce succès français qui a vraiment, voilà, de nouveau je leur dis, mais pour ceux qui l'ont pas vu, qui sont pas du tout dans les jeux vidéo, ça a vraiment été je sais plus, vous avez pas fait dans le top 3 sur comment ça s'appelle, Metacritic, c'est ça, qui est une plateforme Ouais, sur les notes utilisateurs, on a même, là, pendant une bonne partie de l'année, était numéro 1 sur les reviews utilisateurs. Ok. Et même, oui, en termes de notes Metacritic, qui est vraiment la plateforme qui agrège, en fait, toutes les notes mises par la presse. Ouais. Donc, presse spécialisée, comme il y a des choses, des athlètes plus généralistes, comme Le Monde, par exemple. Donc, ça agrège tout ça en une seule note sur 100. Et oui, quand on a découvert, c'est la veille du lancement, quand on a découvert la note qu'avait le jeu, c'était au-delà de toutes nos attentes, et il y a un certain nombre de personnes dans l'équipe, moi y compris, nous avons perdu des paris qu'on avait fait sur la note, parce que c'est un peu le benchmark dans l'industrie, en fait. Quand tu sors un jeu, quel que soit, tu sors un dé ou tu bosses avec Ubisoft, la question c'est quelle note métacritique tu vas avoir. Donc moi, du coup, je dois me faire un tatouage de messages d'erreur sur le bras. Je pensais que c'était large. J'avais dit, si on a plus de 90, si je fais ça, je pensais que qu'on l'aurait, mais c'est un bon problème, à avoir. Mais ouais, voilà. Moi qui n'ai pas de tatouage, ça sera une mal façon. Mais il aura une histoire cool. Il aura une histoire. Ah oui, il aura une sacrée backstory. Bon, trop bien, hyper marrant. Tom, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin pour ceux et celles qui écouteront l'épisode?
Ouais, bah déjà, enfin, merci pour l'invitation. C'était mon premier podcast. Je sais pas si ça s'est entendu ou pas, mais Non. en tout cas, merci pour l'invite. C'était super cool. Et puis après, bah voilà, pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, si jamais voilà l'histoire vous intrigue et tout, sachez qu'il y a un mode histoire qu'on a ajouté spécialement pour vous, pour permettre de bien profiter du jeu. Et puis pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps, bah c'est l'occasion de vous y remettre pour avoir un J'ai truc. reçu le message. On peut l'installer sur Steam, hein. On peut. Ouais, c'est sur Steam, sur l'Epic Game Store, sur Xbox, sur PlayStation, et peut-être bientôt sur d'autres consoles, qui sait. Trop bien. Mhm. Ok. Eh ben, on finira là-dessus. Toujours dans la lignée des gros succès français, mais dans le domaine de l'IA cette fois, vous avez forcément entendu parler de la startup Mistral AI. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'un de ses créateurs est aussi le tech qui a fondé Alan, l'assurance santé. On parle donc d'une personne qui, en 7 ans, a fondé 2 licornes, ces startups qui valent aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Il m'avait fait le plaisir de venir répondre à toutes mes questions, sans langue de bois, et la conversation est à retrouver dans cette vidéo. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps, Tom. C'était très cool de te rencontrer. Et puis, Ouais, de même. je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.